RCI 7h17, c'est l'heure de l'invité de la rédaction. Bonjour Jean-Marc Pulvar. Bonjour Fanny, bonjour Kate et bonjour à tous. On est en plein mois sans tabac, c'est le bon moment pour parler des addictions. Votre invité ce matin est médecin de santé publique et président de la MILDECA. Il s'agit de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, Jean-Marc. Bonjour Nicolas Brice. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes sur RCI ce matin et merci d'être là. L'occasion pour nous de faire le point avec vous sur ce qui est fait en termes pour accompagner en tout cas les consommateurs, notamment de drogue ou surtout en Martinique. Mais d'abord, la réalité du terrain nous montre qu'on a presque 7 à 8 Martiniquais sur 1000 qui consomment du crack. Vous confirmez? Oui, on est à peu près sur ce type de statistiques. Mais si on veut prendre vraiment la réalité des conduites addictives en général et de celles qui finalement pèsent le plus lourd sur la santé et sur les questions de sécurité aussi, il faut vraiment penser à deux autres produits avant de parler du crack et de la cocaïne. C'est d'abord l'alcool, qui est aujourd'hui un produit dont la consommation augmente beaucoup chez les jeunes, qui sont arrivés au niveau des consommations qu'on observe malheureusement aux métropoles. Vous savez, avec ce phénomène de binge drinking, des alcoolisations ponctuelles massives, des gens qui boivent beaucoup sur une soirée, qui entraînent des comas, des problèmes de dépendance à terme et des phénomènes de violence qui sont extrêmement importants. Donc l'alcool, c'est un vrai sujet. Le deuxième produit, souvent banalisé pour des raisons diverses, parce qu'on dit que c'est culturel, alors qu'on n'a pas pris la mesure en réalité de sa dangerosité, c'est le cannabis, que ce soit de l'herbe ou de la résine. On a aujourd'hui ici aussi des niveaux de consommation qui sont préoccupants chez les jeunes. Et sur un cerveau qui est en train de se former, un adolescent, un jeune, on dit jusqu'à 25 ans au moins, c'est un produit qui est particulièrement dangereux. Donc attention à ces deux produits-là. Le tabac, madame disait, elle avait raison de rappeler, on est en plein mois sans tabac et c'est intéressant de faire référence à cette opération. Pour tous les fumeurs, c'est une occasion de s'arrêter vraiment de fumer. On a plutôt de la chance aux Antilles et en Martinique en particulier parce que les gens fument un petit peu moins. Mais vigilance toujours sur ce produit-là qui est un des plus addictifs. Vous considérez donc que l'alcool est aussi un produit très dangereux? L'alcool est un produit très dangereux. Vous savez, si on prend la statistique nationale, le tueur en série historique, c'est quand même le tabac, 73 000 morts par an, mais l'alcool, ça tue 43 000 personnes chaque année. Et c'est non seulement générateur d'une dépendance au quotidien, c'est générateur de ces épisodes très ponctuels dont je vous parlais, qui font que on a besoin d'un seul coup pour faire la fête, pour être bien entre amis, de boire dans des conditions, dans des quantités vraiment importantes. Et du coup, ça entraîne ses conséquences en termes à la fois de perte de chance dans les parcours scolaires, dans les parcours professionnels, et ça entraîne énormément de violence. Un petit mot comme ça, mais en général, on parle souvent pour des substances très particulières, le GHB, le GBL, on dit ça c'est la drogue du viol. La drogue du viol, c'est l'alcool. Les violences intrafamiliales qui sont causées par des hommes qui boivent beaucoup sont extrêmement importantes et j'ai eu l'occasion d'en m'en exprimer auprès de la secrétaire d'État en charge du Grenelle sur les violences conjugales. L'alcool, c'est un produit extrêmement impliqué dans ce type de violence, souvent caché, sordide et sur lequel il faut vraiment avoir une attention particulière. Alors aussi bien pour la drogue que pour l'alcool, il y a un certain nombre de choses qui sont faites depuis de longues années, en dépit de tous ces efforts qui sont faits sur le terrain. Comment expliquer qu'il y a encore autant de consommation? Alors, d'abord, il y a des consommations qui baissent quand même. Et c'est ça, ça prouve quand même l'efficacité de toutes celles et tous ceux qui se mobilisent au quotidien. Bien sûr, les services de l'État. Ici, j'ai eu la chance de rencontrer avec le préfet qui mène un travail formidable, le recteur, le directeur général de l'ARS, des services des douanes, le ministère de la Défense avec la marine qui travaille vraiment pour éviter l'entrée sur le territoire martiniquais de produits et en même temps qui protège l'envoi de containers pleins de produits stupéfiants vers le continent européen. Donc ces services travaillent et travaillent bien. On voit une diminution des consommations de cannabis à l'échelle de l'ensemble de la République concernant les jeunes en particulier. Et ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. On a une baisse considérable de la consommation de tabac. Rendez-vous compte, depuis 2 ans, on a perdu 1,6 million de fumeurs quotidiens. Ça montre bien que l'action est très efficace sur ces déterminants-là. Et malheureusement, on est en stagnation sur la question de l'alcool dont je vous parlais tout à l'heure. Je crois qu'on n'a pas encore une maturité suffisante dans la société pour considérer que ce produit est un produit qui peut être certes, dans certaines conditions, un produit de plaisir, de convivialité, mais qu'en même temps, il faut vraiment être très très vigilant. Et en particulier, il y a
peut-être pour nos auditeurs, une chose importante. Quand on est parent, souvent on ne se rend pas compte qu'à l'occasion d'une fête de famille, faire goûter au petit dernier un petit verre à l'issue d'un bon repas ou à l'occasion d'une fête type un baptême, etc., c'est en fait une grave erreur. Cette histoire-là, cette première transgression qui se produit le plus souvent dans le cercle familial, Ce premier pas vers l'alcool. ce premier pas vers l'alcool, il est prédictif des épisodes excessifs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il faut être très très vigilant là-dessus. Donc on n'a pas des résultats sur tous les fronts, mais on a des bons résultats sur certains produits. Il y a encore 3 ans, vous disiez qu'il fallait augmenter la qualité de la prévention. Oui, et c'est ce qu'on fait, c'est ce qui est fait Et singulièrement. augmenter à quel niveau et comment? Alors, vous voyez bien, on a balayé déjà assez large le spectre de tous les produits dont on devrait s'occuper. Je vous ai épargné les nouveaux produits de synthèse. Bon, si on essaye de faire une prévention spécifique en direction des jeunes sur chacun des produits, depuis le tabac jusqu'à la moindre pilule de produits de synthèse, on ne s'en sort pas. C'est des risques spécifiques qu'il faudra aborder en permanence. Il y a un truc qui marche, d'après les études qui ont été menées sur le sujet, c'est ce qu'on appelle le renforcement des compétences psychosociales des enfants. La compétence psychosociale, c'est ce qui va vous donner l'estime de vous-même, la confiance en vous-même, la confiance dans l'adulte, dans les pairs, l'esprit critique qui va permettre finalement d'avoir les ressorts intimes nécessaires pour résister à la pression qui est celle de la société et qui est celle de l'offre de produits. Ces programmes-là qui se développent en milieu scolaire, et le rectorat est ici extrêmement attaché à leur développement, sont des programmes qui donnent des vrais résultats sur l'ensemble des conduites à risque d'ailleurs, que ce soit les consommations de substances psychoactives, mais également les violences. Et là où c'est encore plus formidable, c'est que ça donne des bons résultats sur la réussite éducative des élèves et sur le climat scolaire. Donc notre enjeu désormais avec la préfecture de Martinique, avec le rectorat, avec l'agence régionale de santé, c'est de faire en sorte qu'à terme, on ait ici tous les établissements scolaires qui développent ces programmes-là. Il y a quand même 2 points noirs, ce sont les lieux d'accueil et le personnel pour accompagner ces personnes. Alors, quand les personnes sont dans des addictions sévères constituées, effectivement, c'est très difficile de sortir de ça. Notamment quand Ils on sont des est comorbides en fait. dans une spirale d'exclusion qui fait que vous n'avez plus de logement, vous n'avez plus de boulot, vous avez besoin de soins très spécialisés, etc. J'ai remarqué quand même, en rencontrant les associations et les professionnels ici, une vraie volonté de faire du cousu humain, du sur-mesure, individu par individu, en prenant soit au départ la question du soin, qui est essentielle, parfois en commençant par la question du logement, parfois par la question de donner un petit job. Ça arrive, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Dans un pays où il y a 50 000 chômeurs et un taux de chômage 25% chez les jeunes. Oui. C'est compliqué, on peut pas réussir. Alors c'est compliqué, mais en même temps, si on veut lutter contre le chômage, il faut lutter contre les addictions parce que, ne serait-ce que l'exemple du cannabis nous montre que si on est consommateur régulier de cannabis, on a plus de chances d'être au chômage dans l'année. Merci Nicolas Price pour ces précisions ce matin. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. On se retrouve demain. Avec grand plaisir, Jean-Marc. Belle journée à vous et votre invité.